Mesdames, Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue à cette soirée de la Semaine des droits humains. Je suis Frédéric Esposito et je vais aller à l'essentiel. Vos références sont excellentes et vos qualifications correspondent exactement au profil que nous recherchons. Je suis vraiment très impressionné. Je vais vous dire quelques mots sur le job pour lequel vous postulez et c'est ensuite à vous de décider si vous le prenez ou non. Ces quelques mots d'ouverture, empruntés à l'excellent film Call Me Intern, réalisé par Nathalie Berger et David Leo Hyde, qu'on va voir dans quelques instants, posent le décor de notre problématique de ce soir. Il s'agit de la précarité de jeunes professionnels exploités par le monde du travail et l'injustice à laquelle font face ces millennials, dont une grande partie d'entre vous faites partie, contraints de travailler pour beurre pendant des années. Le choix de ce film est comme une évidence pour cette 9e édition 2021 de la Semaine des droits humains, dont le thème est « Inégalité et discrimination ». C'est en effet en 2013 que la Semaine des droits humains a été lancée à l'initiative de l'ancienne présidente de la Confédération, Micheline Calmiret. Il s'agit d'un événement organisé par l'Université de Genève en partenariat avec l'Académie de droit international humanitaire et des droits humains, le département fédéral des affaires étrangères, le canton de Genève, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Depuis 2019, nous sommes associés au Festival des Créatifs, ce qui nous a permis de donner une envergure toute particulière à certains de nos événements. De même, les associations estudiantines sont également associées très étroitement à la Semaine des droits humains. Pour preuve, l'ouverture de cette semaine leur est confiée, notamment les Geneva Human Rights Talk, qui étaient consacrés hier, lundi, aux formes contemporaines d'esclavage, qui trouvent un écho tout particulier avec le thème de ce soir. Depuis cette année, nous sommes aussi fiers d'étendre notre collaboration avec le Geneva Center for Business and Human Rights, dont le thème des activités fait aussi écho au thème de ce soir, de la JSEM, mais aussi avec la Fondation Martin Ennals, que l'on retrouve d'ailleurs puisque la remise du prix Martin Ennals faisait office d'ouverture à la Semaine des droits humains il y a de cela quelques années. Précisément, chaque année, la Semaine des droits humains donne un écho tout particulier à différentes dimensions de la problématique des droits humains, comme les droits de l'enfant, les enjeux sociaux, environnementaux et cyber notamment. Ce soir, c'est donc le statut des stagiaires, comme leur rémunération, ou plutôt leur absence de rémunération, qui sont à l'honneur. Surtout, derrière la notion de flexibilité qui leur est demandée, c'est en réalité une situation qui favorise la précarité économique. Elle nous interpelle, toutes et tous, et notamment dans le lieu même où se déroule cette soirée, à savoir l'Université de Genève. Le débat de ce soir est organisé en collaboration avec le Festival du film et Forum international sur les droits humains, le FIFDH. Dans la plus pure tradition d'ailleurs de ce festival, notre soirée va débuter par la projection du film Call Me Intern, d'une durée de 60 minutes. Au terme de la projection, nous allons pouvoir débattre avec les intervenants suivants. Chloé Amissette, qui est stagiaire à l'ONU et membre de la Fair Internship Initiative, Nathalie Berger et David Leo Hyde, qui sont les cinéastes, auteurs de ce film, Luca Bormioli, qui est chef du service des politiques et prestations sociales au Bureau international du travail, et enfin Nicolas Levrat, président de la Semaine des droits humains et directeur du Global Studies Institute de l'Université de Genève. J'aurai pour ma part le plaisir de modérer cette table ronde en binôme avec Mme Eva Luvisotto, étudiante au Bachelor en Relations internationales du GSI, qui se chargera de la modération en ligne. Vous pouvez d'ailleurs commencer à poser vos questions. Et j'ai désormais le plaisir d'inviter Pauline Deutsch sur scène. Elle est la coordinatrice des programmes au Festival du film et Forum international sur les droits humains, le FIFDH. Elle va vous dire quelques mots sur le film avant de passer la parole aux cinéastes qui, eux, vous expliqueront en quelques mots et vous présenteront leur film. Merci, très bonne soirée. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et tous. Au nom du Festival du film et Forum international sur les droits humains, je dois vous dire que nous sommes très heureux de pouvoir être avec vous ici ce soir.
le festival a à cœur de pouvoir soutenir et s'associer à la Semaine des droits humains, qui est un événement incroyable. Donc, on les remercie vraiment chaleureusement de nous avoir invités. La synergie entre nos deux événements a vraiment tout son sens. Le film que vous allez voir ce soir était en compétition lors de notre dernière édition en mars 2021, dans la compétition Grand Reportage. C'est un film qui n'a malheureusement pas pu être visible dans les salles, car comme beaucoup d'autres festivals, vous le savez peut-être, on a dû faire une édition en ligne. Donc on est d'autant plus ému et heureux de voir que Call Me Intern peut retrouver un public ce soir. Ce film, vous allez le voir, vous allez le découvrir très vite. C'est une critique audacieuse et piquante d'un phénomène malheureusement mondialement et systémiquement répandu, qui est celui des stages non rémunérés. Et du coup, on a avec grand plaisir l'occasion d'avoir les réalisateurs ce soir. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour notre prochaine édition qui aura lieu du 4 au 13 mars 2022. Et je vous demanderai d'accueillir chaleureusement les réalisateurs et réalisatrices Nathalie Berger et Léo David Hyde. Merci. Bonsoir. Salut. C'est un événement assez spécial pour nous parce qu'on n'était jamais... en fait, notre rêve, c'était toujours d'avoir un screening ou une projection à Genève parce que le projet a commencé ici. Et puis, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on peut être présent à une projection de notre film. Et voilà. Oui, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Juste que, ouais, bon, ça suffit de blabla. Peut-être on regarde le film directement et on peut discuter plus après. Encore une chose, alors, on a débuté ce film il y a 6 ans. Et puis, on a travaillé, on a fait ce film pendant 4 ans, où on travaillait tous les deux à 100% à côté. Et puis, on peut dire qu'on a travaillé un peu comme des stagiaires non rémunérés pour ce film. Et puis, voilà, c'est fini. Et bonne projection. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous voici de retour sur scène pour débattre de ce film Choc, qui révèle une réalité qui va bien au-delà de la problématique des stagiaires et qui est effectivement posée en des termes très explicites par le dernier intervenant, à savoir comment justifier un travail non payé par rapport à la situation qui le voudrait, comme ça l'est rappelé aussi dans les statuts mêmes de la Charte des Nations Unies. Alors je vais peut-être rappeler le nom de nos intervenants de droite à gauche, enfin à droite à gauche. Tout d'abord le professeur Nicolas Levrat, directeur du GSI et président de la Semaine des droits humains. À ses côtés, Luca Bormioli, chef du service des politiques et prestations sociales au BIT. Chloé Amissette, stagiaire à l'ONU et membre de la Fair Internship Initiative. Bonsoir. Et enfin, nos deux réalisateurs et acteurs, David Léo Hyde et Nathalie Berger. Bonsoir à tous les deux. Je vais peut-être commencer par vous deux par rapport à l'origine de ce film. C'était un projet, on l'a compris, mais qui avait une visée de promotion du débat public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces motivations et sur aussi la motivation personnelle qui vous a amené à produire et réaliser ce film? On a commencé il y a 6 ans à faire ce film. Puis à l'époque, on a tous les deux fini nos études, nos bachelors. Et puis on cherchait un travail, un emploi. Et on a tous les deux cherché. Et puis moi, j'avais un entretien avec un emploi à Bruxelles pour un stage non rémunéré. Et je savais que ça allait être non rémunéré, mais j'ai quand même
postulé. Et puis pendant l'entretien, elle m'a rappelé que c'était non rémunéré. Et là, j'ai essayé de commencer de demander des questions si elle pouvait m'aider avec le logement ou avec quelque chose que j'avais pas l'argent pour faire ce travail. Puis là, elle était très fâchée contre moi. Elle m'a dit que j'avais I wasted her time. Et puis ça a commencé en fait cette discussion entre nous deux. Et puis on a vu que beaucoup de nos potes, ils ont fait des stages non rémunérés. Et puis voilà, on avait cette idée-là de faire ce film. Oui, voilà. Ouais, c'était le point de départ. C'était juste après cet entretien. On a vu que c'était si normalisé de tout ce système de non rémunéré que même demander, je ne sais pas, le repas, le midi, les choses comme ça sont complètement bizarres pour ces gens qui continuent à promouvoir ce système de stage non rémunéré. Aucune question. Ouais. On parle de cercle vicieux. C'est vrai qu'on a cette impression d'être face à un monolithe qu'on a la peine à bouger. Alors les lignes bougent effectivement un tout petit peu, mais il y a une vraie difficulté, sachant que, et ça a été bien rappelé, historiquement, c'est un phénomène assez récent en matière, je dirais, de droit du travail, puisque les premiers stages qui remontent au 19e siècle, dans le domaine médical, pharmaceutique, étaient, eux, rémunérés. Et cette tendance à être non rémunéré a remplacé un échelon, qui est le premier échelon, dans la chaîne économique, au fond, tend à être occupé aujourd'hui par ces stagiaires non rémunérés. Alors justement, Chloé, vous qui êtes en plein dedans, au fond, ça ne vous a pas échaudé, ça ne vous a pas fait fuir malgré cette insistance. Au contraire, vous avez accepté en pensant autant à votre carrière qu'avec aussi la volonté de faire bouger les lignes. Oui, donc je suis un peu dans la même position que David était à l'époque. J'ai fini mes études et je me suis rendu compte vite fait que je ne vais pas trouver un travail aussi facilement que ça sans avoir de l'expérience. Et je n'ai pas pu avoir de l'expérience plutôt avec le Covid parce qu'il y avait beaucoup moins de stages, au moins où j'habitais aux États-Unis. Donc j'ai pris la première opportunité que j'avais de recevoir un stage qui était avec un peu de chance à l'ONU. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu l'aide financièrement de mes parents que beaucoup de gens n'ont pas aussi. Alors justement, ça c'est un élément que je trouve très fort, de voir au fond une reproduction au fond des différences de classe se reproduire de façon peut-être encore plus criante au niveau des stagiaires, avec des stagiaires qui disent, comme vous le dites aussi, sans le soutien parental ou pour certains de bourse derrière ne serait tout simplement pas possible. Vous-même, de façon très indicative, est-ce que vous observez au fond des profils qui sont assez proches du vôtre, c'est-à-dire soutenus aussi par des parents pour pouvoir accepter ces stages à l'ONU? Oui, je dirais que la plupart des collègues que j'ai personnellement au travail sont soutenus par leurs parents aussi, ou il y en a pas mal avec l'opportunité qu'on a en ce moment, ils travaillent depuis la maison. Comme ça, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de logement, de frais pour aller au travail et tout ça. Donc, je vois que c'est beaucoup plus commun. Vous êtes également membre de la Fair Internship Initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, puisque parmi les activités, il y a notamment cette journée des stagiaires, qui est journée mondiale des stagiaires. Est-ce que ça permet en tout cas d'inscrire un momentum politique sur les conditions des stagiaires et d'amener une réflexion un peu plus large sur cette problématique que posent aujourd'hui les stages comme vrai faux emploi, premier emploi, si je puis dire? Oui, je suis d'accord. Pendant le jour international pour les stagiaires, on a révélé les sondages qu'on a fait pendant ces derniers mois ou deux. Et ça a montré les résultats, comment les stagiaires ils sont traités, surtout à l'ONU et les organisations de l'ONU. Et le FI aussi fait de l'advocacy avec les membres d'État de l'ONU. Donc, on essaie de parler avec ces membres, essayer de leur expliquer les situations qu'on a avec les stagiaires en tant que stagiaires. Et on essaie de faire un changement, peut-être un jour, on espère. Justement, est-ce que vous avez envie de dire un mot à David en particulier après ce qu'il a fait ou par rapport à ce que vous venez de voir?
Moi, je dis que, en fait, moi, j'ai rien changé, c'est clair, mais grâce à ce mouvement, il y a déjà des changements par exemple, je pense que l'OMS maintenant, c'est payé. Ils ont aussi l'assurance malade qui est hyper importante, surtout pour l'OMS. Et il y a quelques autres agences qui ont. Oui, il y a le BIT aussi qui paye maintenant. Je pense que UNDP, UN Women, UNICEF, ils donnent comme un stipend ou quelque chose au moins. Donc, beaucoup plus d'agences elles-mêmes commencent à payer, mais le secrétariat, il n'a toujours pas bougé. Alors, la situation, on l'a évoqué en introduction, si on prend l'exemple européen, il y a environ 5 millions de stagiaires, donc, dont la moitié ne sont pas rétribués. Ce chiffre-là a été aussi repris par votre organisation. Elle a encore peut-être davantage fait ressortir certaines problématiques et d'inégalités dans la situation du Covid. Et je m'adresse maintenant à Luca Bormioli. On voit le système onusien et l'ONU plus particulièrement qui est brocardé. Alors, je ne vais pas ici vous faire passer pour le mouton noir. Au contraire, il y a des moutons blancs dans le système onusien, notamment au sein du Bureau international du travail. Qu'est-ce que vous amène? Quelle est votre réaction au visionnage de ce film? Mais tout d'abord, j'aimerais vraiment féliciter les auteurs parce que personnellement, je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour accomplir un tel projet. Vous avez expliqué aussi ce que cela a appris sur votre vie, les effets que tout ça a eu. Donc vraiment, j'ai vu les documentaires avec beaucoup d'émotion et je vous félicite. Je pense que c'est un projet qui a eu des conséquences assez importantes. On peut dire, donc vous avez parlé des moutons blancs, en effet, au sein de mon organisation, au Bureau international du travail, les stagiaires étaient déjà pris en charge bien avant les faits qui sont documentés dans votre documentaire. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que depuis qu'il y a eu cette base, donc c'était l'été 2015 et ce qui a suivi, évidemment, il y a eu une réflexion dans la Genève internationale, pas uniquement au sein du système des Nations Unies, mais dans toute la Genève internationale, qui a permis d'effectivement arriver à certaines améliorations, tout en considérant que les problèmes vont bien au-delà de la rémunération. Et nous l'avons vu, et ce que je trouve très intéressant dans le documentaire, c'est que c'est trois histoires vraiment très différentes, mais qui démarquent la problématique, qui est une problématique globale. Et effectivement, il y a des questions qui sont des questions d'équité, de diversité et d'égalité des chances notamment. Et cela est encore plus compliqué dans les milieux genevois et dans la Genève internationale à cause du fait du coût de la vie que nous connaissons ici, mais les mêmes principes et les mêmes problématiques peuvent être retrouvés aussi ailleurs. Et d'ailleurs, nous reporter directement aux États-Unis pour voir la réalité locale, et cela nous permet aussi de voir qu'en effet, les problématiques restent assez comparables. Donc vraiment, la première réaction est bravo pour nous avoir amenés à avoir ce débat. Et effectivement, il y a encore beaucoup de routes qui restent à faire, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Malgré tout, si on reste quelques instants sur le cas genevois, avec ces organisations internationales, plus de 400 ONG, ça pose quand même un problème, je dirais, en termes d'éthique. Celles-ci se battent pour la promotion et la défense des droits humains, et on voit que sur une valeur aussi fondamentale, à travail égal, salaire égal, on voit l'ONU qui se réfugie, et je trouve que l'extrait du représentant à l'ONU, qui était particulièrement difficile à entendre, qui en plus prend à partie ses propres stagiaires qui, vous le pensez bien, n'osaient pas dire le contraire que ce que leur disait leur maître de stage. Est-ce que ça ne fait pas quand même tâche dans le système et dans l'écosystème des OI et des ONG de voir l'institution fondatrice, au fond, qui ne respecte pas ses propres engagements à l'égard de ses propres stagiaires? Alors, certainement, ça fait tâche.
là, mon rôle n'est pas d'aller parler au nom des Nations Unies. C'est une organisation un petit peu différente de la mienne, qui fait partie du même système. Mais par contre, je peux expliquer en quelques mots que les fonctionnements de ces organisations dépendent souvent d'un certain nombre de choix qui sont faits par des États membres. Or, ces mêmes États membres parfois s'expriment de façon positive dans un cadre national, notamment pour réglementer un régime des stages au niveau national, mais au niveau de l'organisation internationale, ce consensus est difficile parfois à trouver. Donc je pense que dans les mots du représentant qui figure dans les documentaires, à l'époque, mais encore aujourd'hui, pas mal de choses ont changé, pas spécifiquement au sein de l'ONU en tant que secrétariat organisation, mais surtout dans les agences spécialisées et dans les organisations connexes, qui sont parfois un peu plus agiles sur certains aspects, notamment financiers. Il y a eu des solutions qui ont pu être trouvées pour soit prévoir des allocations pour les stagiaires, soit contribuer au moins à certains de leurs frais, et notamment dans les domaines des assurances sociales et l'accompagnement pour les voyages et pour l'installation. Je pense que vous pouvez considérer que c'est des progrès assez notables, mais comme je dis, il est important de continuer cette réflexion et continuer aussi d'une certaine façon, sensibilisation de l'opinion publique à travers ce type d'initiative, afin que les États membres qui sont en train de siéger dans ces organisations puissent, à un moment donné, trouver les consensus nécessaires pour arriver à résoudre les problèmes une fois pour toutes. Si je peux juste ajouter, dans le film, on voit le porte-parole qui parle de cette fameuse résolution d'Assemblée générale. Et en fait, après, il a demandé à ses stagiaires, parce qu'un journaliste a dit, c'est quoi exactement cette résolution? Donc, il a demandé à ses stagiaires, est-ce qu'on peut chercher pour la résolution, pour le trouver? Et finalement, c'était même pas une résolution, c'était une instruction administrative qui était écrite par le secrétaire général, qui peut être changée par le secrétaire général. Donc, en fait, c'est pas du tout une question de règles, c'est une question de volonté politique. Et c'est ça qui va changer avec le mouvement, tout ça. Mais ouais, c'était juste pour clarifier, parce que c'est souvent le cas avec l'ONU que ouais, c'est le problème des membres. On ne peut pas changer, mais bien sûr, ils peuvent changer. C'est dommage que le secrétaire général, en ce moment, a dit avant d'être élu qu'il va le changer. Et finalement, il dit maintenant que c'est normal de ne pas être payé. Ça, c'est pas cool. D'ailleurs, c'est assez ironique de voir que ce soit des stagiaires à qui on demande tout d'un coup d'apporter la crédibilité à un engagement qui est fait. Je passe maintenant au professeur Nicolas Loret. Vous êtes professeur en droit à la tête d'un institut en études globales. Alors précisément, ça a été mentionné, les trois exemples qui sont donnés sont le fruit de stagiaires dans des entreprises très différentes, mais qui sont précisément une bonne illustration de la situation. Aujourd'hui, pour Kyle Grants, il a travaillé à la Warner, pour Marissa Adam, dans le cadre de la campagne Obama, et vous-même au sein de l'ONU. Qu'est-ce qui ne va pas quel est ce dérèglement dans cette gouvernance globale par rapport à cette fonction et ce principe de droit aussi simple à salaire égal, travail égal? En fait, je suis là au nom de mes fonctions universitaires de l'Université de Genève, et ça, c'est un volet qu'on ne voit pas dans votre film. Ce n'était pas votre but, mais on a tout un système auquel probablement les institutions de formation supérieure, c'est-à-dire les universités et les institutions équivalentes, sont aussi partie de ce système. Alors, on fait une distinction, pour notre part, à l'Université de Genève, entre ce qu'on appelle les stages dans le cursus, donc qui donnent des crédits académiques, donc qui sont valorisés, et des stages hors cursus qui, en fait, ne nous concernent pas. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, ma politique, c'est de jamais recommander quelqu'un pour un stage hors cursus, parce qu'effectivement, je recommande volontiers pour des jobs, pas pour des stages. Maintenant, la question du stage dans le cursus, donc en fait qui est rémunéré, si on veut, par non seulement de l'expérience, mais une validation académique, ça pose une question encore plus complexe. En tout cas, pour ma part, je ne dirais pas que les étudiants ne travaillent pas, qu'ils soient en train de faire un stage ou qu'ils soient en train de préparer des examens et de suivre des cours et de faire des lectures. Mais à part dans un pays, les étudiants ne sont pas payés.
Et donc, là derrière, on touche cette question dont vous avez parlé, c'est-à-dire la question de la reproduction des inégalités sociales. Effectivement, pour faire des études dans des bonnes conditions, c'est meilleur, c'est plus facile de pouvoir se concentrer sur son apprentissage, sur ses lectures, sur son expérience universitaire, plutôt que de devoir avoir un job à côté pour financer ses études. Et évidemment, si on fait un stage à plein temps, on ne peut pas avoir un job à côté. On ne peut pas faire 2 plein temps, ou même un plein temps et puis un mi-temps. Donc, de fait, et là, il y a une vraie question très difficile, je pense, pour nos institutions, parce que, évidemment, la réponse facile, c'est de dire, nous, notre rôle dans la société, c'est seulement l'éducation. La question sociale, finalement, il faut la régler par d'autres mécanismes. Mais la réalité, c'est que derrière, c'est ça. C'est la question sociale. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, bien sûr, chance égale, etc. Il n'y a pas de discrimination voulue par l'université, que ce soit la nôtre ou d'autres, envers les différentes catégories sociales d'étudiants, mais il y a une discrimination de fait. Ceux qui peuvent passer leur temps à avancer dans leur cursus sans contraintes économiques, ceux qui peuvent faire un stage à plein temps en étant soutenus par leur famille. Moi-même, en tant que professeur d'université, j'ai des moyens relativement confortables. J'ai une fille qui actuellement fait une grande école dans un autre pays et qui est actuellement en train de faire un stage que je finance. Je peux me le permettre, tant mieux pour moi, tant mieux pour elle, mais évidemment, il y a plein de personnes qui ne pourraient pas se le permettre. Et donc, je pense vraiment, au-delà de la question de la rémunération, et après quel niveau de rémunération, etc., il y a vraiment cette question de justice et de reproduction des injustices sociales dans le système de formation et dans le système d'accès à l'emploi. Après, mais j'ai déjà trop longuement parlé, il faut savoir que dans le cadre de nos formations, c'est souvent une demande des étudiants qu'on les aide à trouver des stages in cursus parce que c'est, pense-t-il, un moyen d'accéder à l'emploi. Donc la question, elle est complexe. Mais derrière, il y a vraiment d'abord cette question de justice sociale. J'ai une question. Est-ce que les stages que les étudiants font pour leur cursus, est-ce que vous obligez à ces employeurs de payer? Est-ce qu'il y a des réglementations pour être accepté comme stage? Non. Donc, on veut savoir s'ils sont payés ou pas. Ça dépend en fait des entreprises qui les emploient. Il y en a qui doivent payer, il y en a qui peuvent payer, il y en a qui ne peuvent pas payer ou veulent pas payer. On a considéré, encore une fois, nos étudiants ne sont pas payés pendant qu'ils étudient, ça fait partie de leur période d'études. Donc, entre guillemets, nous, on les paye en crédit académique. Ceci étant, on signe une convention de stage tripartite avec les employeurs. Là-dedans, il est indiqué s'ils sont rémunérés ou pas, et on veille à ce que les conditions du stage soient correctes. Mais la rémunération, c'est laissé ouvert. La raison a été qu'on pensait que sinon, il n'y aurait pas assez de possibilités pour nos étudiants pour faire des stages. Et les étudiants, ils payent aussi un semestre ou un an. La durée de leur stage, ils payent à l'université, en fait, le tuition. Oui, mais à Genève, si la vie est très chère, les frais universitaires sont assez bon marché. C'est pas gratuit, mais c'est environ 1000 francs suisses par an, ce qui en Suisse, c'est une université publique. Parce que, oui, si on parle de l'université, en fait, c'est un problème assez énorme aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup des universités qui ont réalisé que c'est un bon moyen de faire de l'économie. Donc, finalement, s'ils obligent tous les étudiants à faire un semestre internship non payé, finalement, c'est super. Et en fait, moi, je trouve que le cross-credit, c'est pas super pour acheter le repas ni les autres choses. Je trouve que les universités jouent en ce moment, ils normalisent ce système. Et je ne sais pas pourquoi exactement, parce que ce système de stage, ce n'était pas comme ça il y a 50 ans. Pourquoi on oblige les étudiants à faire ça? Bien que ça peut être une bonne expérience, on peut apprendre, même avec tous les emplois, on apprend, c'est une bonne expérience. Mais est-ce que c'est vraiment un pas d'une université? Alors, à ma connaissance, et encore une fois, il est possible qu'il y ait une exception que je ne connaisse pas, mais à ma connaissance, à l'Université de Genève, il n'y a jamais d'obligation de faire un stage.
Le stage est une alternative à un travail de recherche, à un mémoire généralement. Et encore une fois, c'est parce que beaucoup d'étudiants sont réticents à ce travail de recherche parce qu'ils disent finalement ça ne va pas me servir pour trouver un emploi, qu'on a mis en place, il y a, en tout cas pour ce qui concerne l'institution dont je m'occupais, une grosse quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans, à la demande des étudiants, l'alternative, soit le travail de recherche, le mémoire, qui était la règle, soit le stage. Donc il n'y a pas d'obligation. Et évidemment, s'ils écrivent un mémoire, on ne les paye pas non plus. Merci pour ces précisions. On va prendre des questions dans la salle. Tout d'abord en ligne. Je me tourne vers Eva-Louise Otto. Eva, quelles sont les questions qui sont posées par nos internautes? Tout à fait, nous avons quelques questions en ligne. La première peut potentiellement s'adresser à Monsieur Bermioli. C'est: qu'est-ce que le fait de travailler sans être payé dit sur notre société, au-delà de la situation de stagiaire? C'est-à-dire, est-ce que les employés payés travailleraient-ils plus que la valeur économique de leur travail? Excellente question. Je ne sais pas si... C'est une question, d'une certaine façon, des principes aussi philosophiques et normatifs. Mais je pense qu'il faut revenir un petit peu au but du stage, qui reste, et je pense que c'est sur ça où il faut faire attention pour le futur, reste un moment clé de la transition entre le monde des études et le monde professionnel. Donc c'est vrai que dans notre société, ce moment-là a changé, a évolué. Il a évolué pas forcément dans la bonne direction parce qu'il a généré un certain nombre de travail non rémunérés, mais en même temps reste quand même une clé importante des succès pour favoriser l'emploi des jeunes et leur succès dans le monde professionnel. Donc je pense que dans la volonté de la non-rémunération, il n'y a pas fondamentalement une valeur négative ou une tentative de diminuer la valeur de ce travail-là donné spécifiquement, mais je pense que le concept philosophique qui est dedans et derrière, c'est que c'est une situation gagnant-gagnant où les stagiaires gagnent en expérience et l'employeur gagne à avoir une personne qui peut contribuer à ces activités. Je pense qu'il faut, comme le documentaire l'a suggéré, évoluer par rapport à ceci, parce qu'il y a une différence entre ce que j'entends en stage dans le cadre d'un milieu académique, où effectivement il y a des activités d'études, des activités de recherche. Certes, c'est du travail, mais en même temps, c'est une formation qui continue. Et il y a des stages, comme nous l'avons vu, où en fait, on rentre avec une description des tâches, c'est-à-dire c'est un vrai job description. It's a job. Donc, au moment où on reconnaît qu'il s'agit d'un travail, à un moment donné, il faut au moins mettre en place, donc dans notre organisation, nous ne l'appelons pas salaire, nous l'appelons stipend. Il s'agit d'une allocation pour permettre aux stagiaires de faire face aux frais les plus courants et les frais de la vie, même si ça ne couvre pas entièrement, certainement, les frais de vie sur une ville comme Genève, mais au moins, ça va répondre à cette question de valoriser l'activité pendant la période donnée. Après, et après je termine, élément, à mon avis, fondamental dans les cadrages aussi normatifs et juridiques de tout ça, c'est la durée dans le temps. Parce que quand nous avons entendu des stages qui durent depuis des années, ça, ce n'est pas des stages. Ça, c'est des formes de travail qui ne sont pas reconnues, qui doivent être requalifiées. Là, il doit rentrer en jeu l'inspection du travail dans un contexte national où cela est présente. Et évidemment, là, il y a tout un certain nombre de questions d'ordre juridique qui se posent, qui aujourd'hui sont en train d'être examinées au niveau européen et international. Merci. Merci beaucoup. Lucas, je vais prendre quelques questions dans la salle. Je m'excuse, je dois faire ceci. Voilà, il y avait mademoiselle, ensuite monsieur. Oui. Alors, bonsoir à tous. Plus qu'une question, je voudrais faire un petit commentaire sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Je suis en ce moment étudiante du Master Innovation, Human Development and Sustainability de l'Université de Genève, dans le cadre duquel j'ai été obligée de faire un stage lors de la première année. Alors c'est un master un petit peu spécial car il est en partenariat avec l'Université de Pékin, Tsinghua University. Et j'ai dû faire un stage dans le cadre de ma première année. J'ai fait un stage dans une ONG de recyclage.
à la fin de laquelle on m'avait promis une compensation de 500 francs comme un bonus, que j'ai reçu au final, mais pour lequel j'ai dû me battre, sous prétexte qu'à la fin de mon stage, j'avais acquis assez de compétences et d'expérience pour ne pas toucher cette prime. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà. C'est une bonne question. Ça revient au début du reportage. On disait, au fond, votre salaire, c'est votre expérience. Alors là, je vois David qui a envie de réagir par rapport à ça, puisque vous y avez aussi été confronté. Oui, voilà. Ces témoignages, je pense que ça montre comment les universités jouent un rôle assez important là. Ils normalisent ce système, même si on commence avec, je sais pas, le type de stage qui est très correct et tout ça. Je pense qu'en fait, c'est le même avec le Bureau international de travail. C'est un bureau pour le travail. Et le travail, c'est le travail. C'est pas l'éducation. Donc, ce mélange-là, je trouve que c'est assez complexe. Et je pense qu'il faut le mettre en question. Voilà. Alors, Nicolas Levrable, ça vous concerne, enfin, pas vous particulièrement, mais vous êtes le représentant de l'Université de Genève. Là, on est dans une situation qui est différente que celle que vous avez évoquée, puisque c'était une obligation ici de faire le stage. Est-ce que l'université a les moyens, puisqu'elle rend ceci obligatoire, quand même d'assurer à ce que des éléments, alors je ne sais pas si c'était de nature contractuelle, ce montant de 500 francs qui vous était promis, mais qu'est-ce que l'université pourrait faire justement pour pouvoir aider cette étudiante? Alors, évidemment, je ne connais pas le cas individuel, donc je ne peux pas me prononcer sur les détails de ce cas, mais j'entends le problème, et c'est effectivement un problème. Alors, j'aimerais revenir sur vos propos. Oui, c'est complexe, et je pense qu'il faut réfléchir à des solutions. Certainement, une bonne solution, c'est celle qui existe au Danemark, où les étudiants sont salariés pour étudier. À ce moment-là, que l'on soit assis dans une salle de cours ou que l'on travaille dans une organisation, quelle qu'elle soit, le salaire resterait le même, le salaire étudiant, puisque ça fait partie de la formation. Ça serait, je pense, une juste et intéressante solution. Maintenant, il y a un seul pays dans le monde qui fait ça. Et encore, je ne connais pas tous les détails. Pour avoir accès à ce statut d'étudiant salarié, je crains que ça ne soit pas aussi fantastique que ce qu'on imagine. Mais encore une fois, derrière, il y a cette question de justice sociale. Et vous avez raison, le rôle des universités dans cette équation doit être questionné. Maintenant, encore une fois, souvent, c'est considéré par les étudiants, et c'est une des raisons qui fait l'attractivité de l'Université de Genève, qui est proche de cette Genève internationale, et beaucoup de nos étudiants qui viennent de l'étranger pour une formation à Genève, dans laquelle il y a possibilité d'avoir accès à cette Genève internationale, sont tentés par cela. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion qu'on doit avoir, je dirais, aux trois niveaux, c'est-à-dire ceux qui emploient les stagiaires, rémunérés ou pas, ou compensés. Un stipend, ce n'est pas une vraie rémunération, mais c'est une compensation. Les universités, quel est leur rôle, mais aussi le milieu étudiant, quelles sont leurs attentes. Est-ce qu'ils veulent des règles claires? Est-ce qu'ils veulent faire des stages pendant leur cursus ou pas? Encore une fois, je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir tripartite. Alors justement, puisqu'on est sur la question des solutions, et peut-être que Luca Bormioli, vous pourriez nous en dire un mot, le Parlement européen, le 8 octobre 2020, a par exemple, dans une résolution, amené et essayé de convaincre les États membres, les 27 États membres, de pouvoir soutenir une rémunération équitable en matière d'apprentissage ou de stage. La France réfléchit à un système sur une durée avant 2 mois, on ne paye pas, après 2 mois, on pourrait payer. Au fond, quels sont les différents scénarios qui pourraient obtenir en tout cas un soutien d'un certain nombre d'États pour sortir au fond de ce cercle vicieux et de cette situation de stage non rémunéré? Alors, certainement, au niveau européen, le débat est beaucoup plus avancé qu'au niveau international. Nous n'avons pas encore vu le développement d'une norme internationale de travail spécifique pour encadrer les stages non rémunérés, même s'il y a eu beaucoup de discussions. Et il y a eu pas mal de pistes évoquées. Le modèle français, par exemple, est un modèle
qui a décidé d'intégrer et de formaliser la relation stagiaire non rémunérée et rémunérée dans le cadre du droit du travail national. Il y a évidemment des avantages à faire cela parce que après on peut en intégrer tous les aspects qui vont au-delà du salaire, c'est-à-dire les assurances sociales, c'est-à-dire tout ce que la problématique nous avons vu du congé maladie, ce qui est la problématique de la tutelle par rapport à l'environnement de travail, donc toutes les questions d'harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexuel, qui, nous l'avons vu notamment dans le documentaire, laisse parfois les stagiaires complètement exposés dans un cadre juridique qui est complètement flou. Donc évidemment, le modèle français va dans ce sens-là. Il implique aussi l'inspection du travail, les cas échéants, quand cela c'est nécessaire. Et donc c'est un modèle fort. Après, nous voyons aussi dans certains pays, d'autres pays, un modèle plutôt soft qui se développe et qui laisse plutôt la question dans les mains des employeurs. Pour moi, la solution va vers un accord tripartite, comme nous l'avons un petit peu vu selon le modèle académique qu'il y a à l'Université de Genève, qu'il y a aussi dans pas mal d'autres institutions. Et je pense que notamment pour Genève, pour renforcer la relation entre la Genève internationale, la formation et les cours de formation supérieure disponibles à Genève et les attentes des stagiaires et de la communauté internationale qui passent pour Genève pour décrocher une carrière internationale, je pense que cela est très important. Et il faut rappeler que dans la relation internationale, souvent, le travail ne s'apprend pas sur les bancs de l'université. Nous avons des étudiants qui ont à la fin beaucoup de concepts, mais tous ces mondes internationaux, toutes ces organisations travaillent selon des choses qu'il faut apprendre parfois sur l'État, dont l'importance du stage. Et cela, par contre, ne doit pas générer un cercle vicieux comme celui que vous avez vécu, qui moi, personnellement, j'ai vécu il y a 20 ans, parce que j'étais stagiaire et j'avais eu la chance d'avoir une famille qui pouvait payer pour mes frais de stage, et voilà, je suis là aujourd'hui. Donc la réflexion, c'est comment essayer de ne pas systématiser ce cercle vicieux, mais davantage trouver avec les intervenants aussi étatiques et les organisations concernées une solution pour pouvoir avancer. Nicolas Levrat, vous souhaitez compléter? Oui, peut-être aussi, justement, pour montrer la complexité de ce système, je me posais la question, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'avoir un statut des stagiaires rémunérés? Quelque part, on pérennise le système. La question, s'ils remplissent une fonction, s'ils font un job, alors, ok, c'est un job mal payé, disons-le, mais s'ils font un job, il faut payer pour le job, pas pour le stage. Et donc, il y a aussi un risque à vouloir trop développer un système qui, finalement, garantit, parce qu'effectivement, pour les employeurs, c'est de la main-d'œuvre gratuite ou très bon marché. Et donc, il faudrait réfléchir, est-ce que vraiment c'est un progrès, ou bien est-ce qu'on ne devrait pas dire, ben non, quelqu'un qui emploie une job description, etc., voilà le salaire, peut-être c'est un bas salaire, mais voilà le salaire. Alors justement, c'est peut-être une question à poser à Chloé Amisset. Imaginez qu'à l'ONU, on réduise de moitié le nombre de stages et on les remplace effectivement par des jobs, certes mal payés, mais qui va, je dirais, augmenter la compétitivité auprès de la communauté des étudiants. En gros, vous préférez stabiliser ce statut de stagiaire mais rémunéré, ou bien effectivement un système alternatif comme vient de le proposer Nicolas Levrat? Oui, je pense que ça serait mieux si on rémunère les stages quand même, surtout si on regarde au niveau des principes de l'ONU, c'est les droits humains, non? Donc, à la fin, s'ils ne rémunèrent pas les stages, tout le monde n'est pas payé également, ou ça restreint les accès économiques, les opportunités économiques. Donc... Nathalie Berger, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais juste commenter sur... vous avez mentionné le système français qui a formalisé ce concept de stage rémunéré. C'est rémunéré à 500 € par mois. C'est pas assez pour vivre, je pense. Du coup, voilà. Et aussi, il oblige à avoir une convention de stage. Ça veut dire que tu es en formation si tu prends un stage. Et pour ça, beaucoup de jeunes, ils ont dû s'inscrire dans une université, payer la tuition, comment dire, ouais. Et
après travailler pour 500 € par mois. Du coup, ce système, pour moi, c'est pas du tout une réponse ou une solution. Ouais. Oui, si on parle de l'ONU, par exemple, à l'époque, toutes les positions qui sont maintenant les stagiaires étaient P1. C'était un type qui n'existe plus. Donc, en fait, moi, chez nous, à la fin du stage, nous nous imposons pas d'interruption obligatoire entre la fin du stage et une embauche possible. S'il y a une embauche, automatiquement, nous offrons le grade P1. Donc, c'est l'entrée, pour ceux qui sont passés l'entrée, donc l'entrée de du niveau cadre moyen dans le système des Nations Unies. Tout cela pour éviter, parce qu'auparavant, pas mal d'organisations imposaient un break obligatoire, chose qui rendait les choses encore plus difficiles. Parce que les stagiaires devaient quitter, donc c'était mon cas par exemple, et on te disait on aimerait bien t'embaucher, mais maintenant on ne peut pas, il faut revenir dans 6 mois. Très bien, mais pendant 6 mois, moi j'ai fait quoi? Je dois rester à Genève, c'est super cher, j'ai plus d'argent, j'ai pas trop de perspectives, et si j'accepte un travail ailleurs, ben, je ferme la porte à ce que tu disais dans le documentaire, my only chance to get into the UN system. Donc la question aujourd'hui, je pense qu'elle est réglée d'une certaine façon, mais il y a quand même encore très peu de pourcentage des stagiaires qui arrivent à décrocher un contrat correct au niveau européen est encore assez limité. Merci. Je vais me tourner vers Eva Lovisotto parce qu'on s'active aussi en ligne pour quelques questions. Tout à fait. Nous avons quelques questions à propos du film. Une première question tout à fait pratique. Est-ce qu'on peut revisionner le film? Est-ce qu'il est rediffusé quelque part et où? Et une deuxième question, toujours sur le film. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette envie de créer un film alors que de base, vous cherchiez à trouver vraiment un stage peut-être dans des domaines différents que celui du film? La première question sur le copyright. Est-ce qu'on peut accéder au film oui. Aujourd'hui? Alors, si vous voulez voir le film, il est en ligne sur Vimeo. Mais si vous n'avez pas le moyen pour payer, vous pouvez nous écrire un email et puis on vous envoie un lien pour voir le film. Merci. Et puis sur le projet lui-même, certes, il y avait un projet artistique de faire un film, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'envie d'aller plus loin dans, je dirais, une carrière onusienne, si je peux dire? Bah oui, c'était un peu les deux au même moment. C'est pour ça que c'était un peu compliqué à gérer comme projet. Ouais, c'était ce mélange de projet de film et aussi vie réelle, on peut dire. Donc oui, c'était assez complexe. À l'époque, comme j'ai dit dans le film, je voudrais bien avoir une carrière dans le système onusien. Moi, maintenant, pas sûr, mais j'espère que ça va changer pour le mieux, pour que les autres puissent accéder à ce type de carrière sans avoir parents qui peuvent en payer. Voilà. Mais j'avais une question, pardon, allez-y. Je voulais juste rajouter que, en fait, en faisant ça, on avait peur de les choses de trouver un travail pour Léo après ce coup de pub ou juste les médias qui ont parlé de ça. Et en fait, c'est un vrai problème que beaucoup de stagiaires ils sont face parce qu'ils sont hyper vulnérables, ils veulent pas en parler, ils veulent pas se plaindre parce qu'à la fin, ils veulent trouver un job. Et même nous, en faisant ça très consciemment, on avait peur. Et du coup... Alors justement, ça c'était un point que je voulais vous entendre un peu plus, Léo et vous, Chloé, sur au fond une sorte d'omerta tabou sur cette situation. Est-ce que c'est d'abord, vous Léo, lorsqu'on a su que vous étiez médiatisé, est-ce que les autres stagiaires sont venus vous parler? Au contraire, il y a eu une sorte de vide qui s'est fait autour de vous. Et pour vous, Chloé, est-ce que c'est une situation dont vous parlez encore aujourd'hui? Au fond, il y a une forme de normalité qui est de dire, voilà, on est là, on accepte les conditions, et au fond, on essaie de les améliorer petit à petit. D'abord sur votre situation, Léo. Oui, c'était sûrement pas que moi qui a réagi sur cette thématique. Beaucoup des autres ont déjà fait avant. Mais je pense que la différence, c'est
pour le média, ils ont besoin d'un visage. Et oui, voilà, c'est ça que j'ai donné. Et voilà. Chloé. Donc, j'en parle pas vraiment au travail, au moins avec mon chef. Pas vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tabou. Comme vous avez dit, c'est pas trop... Il n'y a pas grand-chose qu'elle peut faire personnellement, donc j'en parle pas vraiment. Mais avec mes collègues, on en parle de temps en temps en disant oui, il faudrait payer les stagiaires et tout. C'est honteux que l'ONU ne paye pas les stagiaires. Mais oui, donc j'en parle pas vraiment et c'est vraiment tabou d'en parler au moins avec les gens plus haut placés à l'ONU, je dirais. Permettez-moi cette question plus personnelle. Marisa Adam, dans son stage au sein de l'équipe Obama, a dit, alors ça a été, elle a parlé d'harcèlement, mais il y a derrière la question du statut du stagiaire. Est-ce que vous avez ressenti une sorte de sous-employé ou d'une certaine façon beaucoup plus corvéable que les autres, ou bien la hiérarchie, d'une certaine manière, c'est au moins de compenser cette non-rémunération par un traitement égal au même titre que les employés? Donc, moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup de chance avec mon stage parce que j'ai une équipe de 5 personnes maximum. Donc, j'ai l'impression que je suis traitée assez également. Donc, j'ai jamais eu cette impression que j'étais traitée inférieurement ou pas égale, quoi. Donc, je pense que ma situation n'est pas vraiment aussi applicable que dans le film. Donc, oui, Léo. Au niveau des règles, par exemple, à l'ONU, les stagiaires ne sont pas l'accès à ce système internal juridique, par exemple. Ouais, c'est un peu la même histoire comme on a vu dans le film. Ouais. Les choses ont un peu changé, hein, notamment pour tout ce que harcèlement et désormais il y a eu quand même pas mal de développement. Juste une chose, nous avons vu, je pense, le documentaire, c'est un focus sur Genève, New York, des grandes villes, où évidemment si on parle, on arrive à se faire écouter, même s'il y a un peu de omerté. On a vu aussi des initiatives comme la vôtre. C'est important de s'organiser aussi pour les stagiaires, de s'organiser. Nous avons dans notre organisation un intern board qui joue un rôle quand même assez important de discussion avec l'administration. Mais moi, j'ai travaillé pendant des années en Afrique, notamment en Éthiopie. Je peux vous dire, j'ai vu aussi des dizaines de stagiaires locaux qui étaient embauchés dans les mêmes conditions et qui ont eu vraiment du mal à évoluer. Donc il faut, je pense, dans la réflexion, sortir un petit peu aussi de la problématique Genève et la voir un petit peu au niveau global, parce que les mêmes problèmes sont rencontrés dans différents pays, mais les infrastructures et les contextes n'est pas les mêmes. Donc, merci. Merci pour cette recontextualisation. On va prendre les dernières questions dans la salle. Oui, monsieur. Oui, je crois qu'il y a encore 3 ou 4 questions en ligne, donc je vais essayer d'être bref. Je suis journaliste et j'ai écrit 2 articles déjà au fil des ans sur cette question, et je dois dire avec beaucoup de réserve sur les revendications, un peu pour les mêmes raisons que le professeur Lèvera. Mais j'aimerais quand même rendre hommage au film, parce que ce film est splendide. C'est un film qui est beaucoup plus qu'un pamphlet revendicatif. C'est un film sur la justice, sur les rêves, sur les illusions, sur le statut des nouvelles générations. Et je dois dire qu'il m'a fait un peu changer d'avis en votre faveur, ce qu'un reportage très idéologique n'aurait certainement pas fait. Maintenant, j'aimerais quand même mentionner 2 questions, 2 problèmes énormes comme un éléphant et qui sont évoqués dans le film. C'est que ces problèmes, l'esclavagisme, c'est le trait culturel des milieux bien. C'est-à-dire que c'est dans l'humanitaire, Est-ce qu'on parlait peut-être juste sur la question, s'il vous plaît? Ça, on comprend le contexte de la problématisation. Comment se fait-il que ni un banquier, ni un fabricant d'auto, ni un marchand de lessive, etc., n'oserait faire le quart de la moitié? Les stagiaires enquiquinent les patrons du secteur privé et ils les prennent quand même. Et c'est uniquement, en tout cas essentiellement, dans les milieux bien pensants, du progrès, du social, de l'ouverture et de la culture, qu'on exploite les gens jusqu'à la corde. Et d'ailleurs, ce n'est pas que les stagiaires, parce qu'il y a un gros problème de consultants à l'ONU. Parce que quand on devient nommé à plein temps, à vie, on devient crétin, et c'est même pas de la paresse ou de la mauvaise volonté, on ne sait plus réfléchir ni faire
un texte cohérent qui se tienne et on est obligé de recruter à grands frais, alors cette fois, des consultants, mais alors très temporaires. Hein. Ok, mais voilà. peut-être Donc là, il y a deux que... questions. Il y a la question pourquoi c'est toujours les gens bien qui font des saloperies, et le second, c'est qu'en est-il du problème de l'omerta sur les consultants? Ok, alors sur la question des consultants, c'était un autre aspect. D'abord, je pense d'être content du commentaire sur votre film. Maintenant, sur la question du fait que ce sont les institutions dites de gauche qui sont à l'origine de cela, je crois que la Warner, je ne crois pas que la Warner Music puisse être rangée dans cette catégorie, qui est quand même citée. Je ne sais pas, est-ce que l'un d'entre vous, Luca Bormioli, on l'a évoqué, hein, votre organisation internationale est plutôt du côté de celle qui fait bouger les lignes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Je pense que le monde du travail, c'est le monde du travail. L'organisation internationale de l'ONG se retrouve dans un contexte de fonction publique internationale, mais ça reste la fonction publique, parfois comme certaines universités. Et puis, il y a tout ce qui est les agents du secteur privé. Je pense que ce type d'abus, on le retrouve là où il manque la volonté ou parfois les moyens financiers. On le retrouve aussi là où il y a beaucoup de moyens financiers. Donc la question, c'est que je pense qu'il faut changer la vision publique sur la problématique. Si on considère que c'est juste parce qu'on l'a vu, hein, vous avez vu les entretiens avec certains journalistes de CNN et BBC, on a entendu les gens dire « moi je l'ai eu dur, il faut l'avoir dur, il faut que les jeunes aillent dur, because it was hard for me, it has to be hard for you ». Si la société accepte cela, si nous acceptons que nos enfants, comme vous l'avez entendu, doivent continuer à être supportés par leurs parents afin de réussir, évidemment, nous allons contribuer à créer une société beaucoup plus inégale. Si par contre la société pousse vers une prise de conscience qui ne peut être qu'étatique, parce que l'agent qui va cadrer tout ça, pour finir, ça ne va pas être les marchés qui se cadrent tout seuls. Il va y avoir quand même une action normative. Et puis peut-être, bon, j'ai entendu que peut-être le modèle français n'est pas le modèle idéal, mais c'est un début. Et je pense qu'il faut après, dans chaque début, dans chaque système, il y a des failles, mais disons, ça c'est pour la première question. Pour la question spécifique des consultants et les contrats précaires au sein du système des Nations Unies, ça c'est un gros dossier qui là aussi touche la Genève internationale. Évidemment, là aussi, il y a une responsabilité des États membres, parce que s'il y a ces situations-là, c'est parce que souvent, on ne se donne pas les moyens pour l'ambition qu'on s'inscrit dans le cadre des activités de ces entités. Donc je pense que la réflexion passe aussi par là, et c'est par contre pas un problème qui sera vite résolu, parce qu'évidemment, notamment en cas des crises financières, en cas d'incertitude, évidemment, les entités qui forment partie de la Genève internationale sont celles qui sont souvent les plus précaires. Merci, on va terminer avec les dernières questions sur le web. Eva? Oui, nous avons plusieurs questions, réactions qui vont un peu dans le même sens, qui parlent du fait qu'apprendre pourrait se faire sans paye, comme c'est le cas à l'université ou ce genre de tous les lieux où on apprend, tandis que le fait de travailler doit être rémunéré. Et donc, ces réactions ou ces questions vont dans le sens de est-ce qu'on pourrait trouver, au lieu de parler uniquement de rémunération ou de compensation financière, un certain équilibre entre le fait d'être réellement formé activement et d'être également rémunéré pour ce qui est considéré comme le travail lors du stage. Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre et pour mettre cela en place? Et je pense que cette question s'adresse à qui voudra bien répondre. Alors là, on est sur des éléments d'ordre systémique pour conclure. Nicolas Levrat? Oui, c'est une question légitime et problématique, encore une. Par exemple, quand on a mis en place, il y a une quinzaine d'années, cette politique de stage, j'avais souhaité que toutes les 2 semaines, il y ait une séance avec tous ceux qui étaient dans un stage, qui viennent échanger les expériences, qu'on vérifie et qu'on discute justement sur l'aspect formatif et le lien avec leur formation. Et très rapidement, les stagiaires m'ont dit non, mais on ne peut pas parce qu'on ne nous laisse pas partir. C'est du temps de travail qui n'est pas donné à l'employeur. Donc là, il y a un vrai problème, effectivement, puisque on prétend d'un côté que c'est dans la formation et donc ça ferait sens que 2 heures toutes les 2 semaines, ça fait 1 heure par semaine, c'est quand même pas tellement énorme.
on réfléchisse avec les stagiaires étudiants, puisqu'ils auraient le double statut, et qu'on problématise, qu'on mette en perspective. Et même ça n'a pas été possible de faire. Donc oui, bien sûr, il y a une mauvaise conception dans le système assez fondamentale. Il faut y réfléchir. Après, à part ça, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit en français. Donc il y a aussi quelque chose d'utile dans ce type de formation. Mais il faudrait, en tout cas pour ce qui est de notre part du côté universitaire, ramener la dimension formation, densifier la dimension formation dans cette expérience professionnalisante. Merci. Peut-être que pour conclure, j'ai envie de donner le mot de la fin à notre stagiaire ce soir, à Chloé Amisset. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la suite de ce débat et de cette projection ? Juste continuer à travailler et mettre un peu plus de pression politique au niveau de l'ONU avec FI et continuer ce que tu fais avec ton film. Et oui. Très bien, continuez le combat, soyons encore plus militants. Merci pour ces paroles d'engagement et j'espère aussi d'espoir pour effectivement faire évoluer cette situation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour nous avoir suivis en ligne et en présentiel ici à l'Université de Genève. La semaine des droits humains continue et on vous invite à consulter les autres événements organisés dès demain et ce jusqu'à vendredi sur le lien qui s'affiche ici. Merci beaucoup, excellente soirée.